Et il y a un besoin. On a constaté un besoin dans ce sens-là et on a voulu lancer cette formation. Je tiens en votre nom à remercier mon cher ami et collègue c'est Mohamed Khmichou. C'est Mohamed Khmichou qui a eu l'aimabilité, l'initiative même d'animer et de partager avec vous cette formation relative à la conception et à l'administration des questionnaires. C'est Mohamed Khmichou, c'est un professeur habilité à diriger des recherches en marketing de manière générale, mais spécifiquement en marketing digital. Il est coordonnateur d'un master en stratégie de marketing digital. Il est coordonnateur de formation continue, que ce soit un master ou une licence. Mais comme on dit en marketing, il a toujours un positionnement digital. Il est la référence, je dirais tout simplement. Il est la référence en digital aujourd'hui, en marketing digital aujourd'hui, au niveau non pas seulement national. J'ai entendu pas mal de ses interventions, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Alors, donc merci beaucoup, c'est Mohamed, c'est très gentil de votre part. Je vous connais très bien et je sais que le partage est une valeur universelle à laquelle vous croyez et vous vous attachez. Alors, pourquoi exactement cette formation dans la conception et l'administration des questionnaires en ligne? On l'a constaté ces derniers temps. On a vu que pas mal d'étudiants sont en train de réaliser leur PFE, leur projet de fin d'études, que ce soit en licence, que ce soit en master, et on voit même de temps en temps des outils de collecte d'informations relatifs au thésard ou au doctorant. Et généralement, toute personne qui a réalisé un projet de fin d'études à un certain moment, il a besoin de passer à l'enquête empirique. Et dans l'enquête empirique, généralement, en fonction du paradigme épistémologique et en fonction de l'objet de la recherche, on pourrait, généralement, on fait appel au questionnaire parce que la majorité des recherches qui se font, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, c'est essentiellement un positionnement positiviste et par voie de conséquence, on a généralement tendance à aller vers des études quantitatives. Deuxième élément principal et deuxième motivation, c'est qu'on a délimité un petit peu, on a délimité je crois que nous avons perdu M. Azraoui. Donc, on va patienter un petit peu le temps qu'il se reconnecte. Comme vous le savez, actuellement, il y a une grande pression sur les réseaux et l'infrastructure des opérateurs télécoms ne permet pas ou bien n'arrive pas à répondre à cette bande passante un peu particulière, spéciale. Donc, du coup, la connectivité n'est pas vraiment top. Donc, des incidents pareils sont assez souvent rencontrés. Donc, voilà, M. Azaoui vous connecte. Je suis là, désolé. Oui. Ce n'est pas seulement, dans ces moments du coronavirus, on a constaté essentiellement que la gestion des imprévus est toujours là et je crois que Rabba Darratin, on va peut-être développer notre capacité de gérer les imprévus et les risques. Mais je disais que nous avons délimité au niveau, il y a une délimitation, si vous l'avez bien remarqué, au niveau de la thématique choisie. C'est l'administration, la conception et l'administration des questionnaires, il se fait depuis X temps. Mais maintenant, on a délimité au niveau digital parce que c'est un secteur, comme vous l'avez constaté, c'est un secteur très important aujourd'hui qui était une solution, qui est une solution pour toutes les personnes qui veulent travailler et qui veulent proposer des solutions à toutes personnes qui en ont besoin. Donc, un certain nombre de questions se posent. C'est Mohamed, comment faire pour avoir déjà
il y a une question que se posent les chercheurs. Même le moment où il a rédigé, il a conçu son questionnaire, il aimerait bien savoir comment l'administrer, où il devrait le partager, comment Ouais. il devrait être la structure, la conception, de telle sorte je dirais, avoir un nombre suffisant de répondants, de réponses, etc. Et peut-être pour la suite, en termes de conception, et à partir par la suite, l'administration et le traitement de ces informations. Donc, sans tarder, je te remercie encore une fois, Si Mohamed, et je te donne la main pour présenter. Et en même temps, je tiens à souligner et à noter pour les participants que merci de laisser vos questions au niveau des commentaires et je me chargerai pour transmettre les questions à Sir Michaud. Vous Ouais. pouvez activer vos caméras, ce n'est pas un problème, mais vos micros, s'il vous plaît, merci de les laisser en mode mute. Merci. Merci, cher ami, professeur Hassan Azouawi. Merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vois qu'on a dépassé 100 personnes, donc ça fait plaisir que cette intervention répond aujourd'hui à un besoin, celui de la collecte des données. D'accord? Donc, alors, cet atelier, je l'appelle atelier parce que j'utiliserai pas de PowerPoint, mais je vais partager tout à l'heure avec vous mon écran pour vous montrer les étapes à suivre. Donc, ça va être plus pratique. Donc, cet atelier, il s'adresse à toutes les personnes qui ont, dans le cadre de leur cursus, de leur formation, à un moment donné, besoin de collecter des données. Donc, que ce soit dans un projet de recherche, que ce soit dans un PFE de licence ou de master, ou encore d'une thèse de doctorat. Donc, justement, comme l'a souligné M. Azouawi, à un moment donné, on va descendre au terrain, on doit collecter des données et dans certains approches méthodologiques, donc l'outil qui est utilisé pour collecter les données, c'est le questionnaire. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment concevoir son questionnaire et comment l'administrer dans un souci d'avoir le plus grand nombre de réponses possible, parce que, comme vous le savez, le nombre de répondants est un indicateur très, très important de la qualité des données, mais ça ne suffit pas comme indicateur. Donc, il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention pour recueillir, bien collecter des données plus pertinentes, parce que là, on est dans le déclaratif et vous savez que déjà les approches déclaratives, elles représentent un certain nombre d'inconvénients. Donc, si on en rajoute celui d'un questionnaire mal conçu, donc ça va encore dégrader la qualité, bien sûr, des données collectées. Donc, on va être dans une démarche bien réfléchie de conception de l'outil et de son administration bien comme il faut. Mais il y a des règles et des principes, des règles générales et des principes à respecter même quand il s'agit de questionnaires administrés par d'autres moyens, c'est-à-dire en face à face ou par d'autres méthodes, mais ou bien téléphonique ou autre. Donc, ces principes, c'est déjà le fait que le questionnaire, ce n'est pas un ensemble de questions. Non, ce n'est pas des questions qu'on doit mettre aléatoirement dans n'importe quel ordre. Non, le questionnaire est un ensemble structuré. Hein, donc, il faut qu'il y ait une structure, une logique de construction, de questions bien formulées. Et quand je dis bien formulées, il y a des règles, des principes. La première de toutes, sur laquelle j'insiste, c'est la simplicité. Pourquoi? Parce que justement,
celui qui rédige le questionnaire, généralement l'étudiant, le chercheur, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance théorique, conceptuelle, technique de son sujet, chose que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, ceux qui vont nous répondre n'ont pas nécessairement le même background théorique et conceptuel que nous. Et là, des fois, le chercheur, il oublie ça. Il a tendance à se dire que, bon, ce concept, il est clair. Oui, s'il vous plaît, vous mettez vos micros off. Alors, je disais que généralement, le chercheur a tendance à oublier ça et à supposer que tout le monde connaît ces concepts auxquels lui-même il est habitué. Bien sûr, c'est là que se trouve le piège. Et quand on envoie un questionnaire avec des concepts, des mots techniques, hein, il y a le risque d'incompréhension. C'est-à-dire que le destinataire ne comprend pas vraiment le sens de la question qui lui a été posée. Et par conséquent, ça implique systématiquement que les données recueillies ou bien les informations recueillies, je préfère parler de données, seront bien sûr de mauvaise qualité. Donc, j'ai dit la simplicité, c'est-à-dire il faut chercher la formulation la plus simple possible, c'est-à-dire celle qui ne s'apprête pas à beaucoup d'interprétations, à plusieurs interprétations. Il faut que tout le monde ait la possibilité de l'interpréter de la même manière. Il n'est pas nécessaire que d'avoir un bac plus 5, un bac plus 6 ou autre, ou encore même un bac plus 3 pour y répondre. Donc, ne perdez pas de vue à votre cible, c'est-à-dire les personnes qui répondront. Moi, je me dis qu'il faut tout simplement adopter une approche marketing. Donc, le questionnaire, c'est un produit. Il faut que ça soit conçu, non pas pour moi, hein, le chercheur, mais il est conçu pour les répondants. Donc, il y a cet aspect-là, une formulation simple, des questions simples aussi dans le sens où ils ne doivent pas être composées, parce que ça m'arrive de voir des personnes qui posent 2 questions en une seule. Non, une seule donnée par question. Et après, on peut poser autant de questions que nécessaire, bien sûr, pour recueillir les données dont on a besoin pour nos besoins de recherche. Il y a aussi un aspect important, c'est le choix de type de question. Donc, on va le voir dans peu de temps sur l'outil. Donc, il y a plusieurs formes de questions. Hein, et à tout moment, il faut se poser la question, quelle est la forme ou bien le type de question la plus appropriée pour obtenir ou bien collecter une information. Donc, ceci, bien sûr, passe par d'abord la connaissance de ces types de questions, chose à laquelle j'essaierai de répondre tout de suite. Donc, ces remarques de départ, pour moi, préliminaires, sont très importantes. Autre chose, parce qu'on me pose assez souvent quel est le nombre de questions que doit avoir un questionnaire. Le minimum et le maximum. Hein. Le minimum nécessaire pour obtenir l'information dont j'ai besoin, c'est-à-dire ne pas poser de questions ou bien ne pas insérer dans le questionnaire de questions dont les réponses me seront inutiles par la suite. Parce que ça va tout simplement alourdir le questionnaire. Alourdir, c'est-à-dire augmenter le nombre de ces questions, hein, augmenter le temps de réponse, parce qu'on va voir par la suite, le temps de réponse, c'est une information qu'on doit communiquer au destinataire, parce que c'est en fonction de ça qu'ils vont décider de répondre ou pas et de répondre tout de suite ou bien de répondre plus tard. D'accord? Donc, il faut, comme je l'ai dit, avoir une approche marketing, se mettre toujours à la place du répondant. Donc, avoir le minimum des questions, mais ne pas
dire que je dois avoir également le questionnaire le plus court possible pour faciliter l'administration. Non, il faut aussi qu'il m'apporte toutes les données dont j'ai besoin. D'accord? Donc, la règle, elle est très simple pour moi. Si une information est nécessaire, bien une donnée est importante pour mon étude, j'insère dans le questionnaire. Sinon, pas la peine. Donc, il faut toujours se poser cette question. Pour ce qui est maintenant des outils, donc il y a plusieurs types d'outils et là, je vais commencer le partage de mon écran. Donc, il y a des outils qui sont gratuits, des outils qui sont payants, il y a des outils qui sont dans le freemium, c'est-à-dire une version basique gratuite et bien sûr une version un peu plus complète qui est payante. Pour nous, je recommande en tant qu'étudiant à l'université Ibn Tufayl, les outils Google ne sont accessibles. Mais en tant qu'étudiant, hein, pas seulement Ibn Tufayl, c'est-à-dire il suffit d'avoir une adresse mail où il y a ac.ma pour pouvoir utiliser gratuitement les outils Microsoft. Donc, pour moi, les deux outils, bien sûr, après, il y a SurveyMonkey, il y a Questionnaire Pro, donc vous pouvez faire une recherche sur Google, demander le top 10 des plateformes de réalisation de questionnaires et vous serez surpris du nombre de ces plateformes. Alors, pour nous, ce qui est accessible pour tous les étudiants de l'université, c'est soit les outils Google, soit les outils Microsoft. Alors, moi, j'utilise les deux, je les trouve toutes les deux bonnes. J'ai un petit peu une préférence par Microsoft, mais Microsoft nécessite d'avoir déjà créé un compte Microsoft. Il y a quelqu'un qui est en train de partager son écran alors qu'il ne devrait pas le faire. Alors, je disais que Microsoft nécessite à l'avance de créer un compte chez Microsoft en utilisant l'adresse académique. Alors, pour nous, à l'université Ibn Tufayl, c'est plus simple d'aller sur les outils Google parce que justement, là, il y a une remarque très, très importante. Il faut s'assurer toujours que l'on est connecté par son compte académique, c'est-à-dire le compte de l'université Ibn Tufayl. Parce que justement, nous serons identifiés en tant qu'utilisateurs du domaine uit.ac.ma. Donc ça, c'est très important. Donc sur votre navigateur, que ce soit Chrome, ou bien Edge, ou bien Safari, etc. Donc, vous vous connectez avec votre, bien sûr, adresse email académique. Après, il y a plusieurs possibilités pour aller sur l'outil formulaire. Donc, soit le lanceur d'application, vous avez sur la partie droite de votre écran, ou bien vous allez sur Drive. Personnellement, je préfère aller sur Drive directement parce que Google Form, l'outil qu'on va utiliser, il s'appelle Google Form. Celui de Microsoft s'appelle aussi Microsoft Forms. Alors, Google Form, il est une application en mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. Donc, je vais l'utiliser via les serveurs de Google. Je vais tout stocker sur les serveurs de Google. Et vous savez, dans ce sens-là, Google nous attribue à chaque adresse mail académique un espace de stockage. À chaque adresse Gmail, un espace de stockage. Donc, il est pour une adresse standard, il est de 15 gigas. Mais pour nous, parce qu'on utilise le compte Université Ibn Tufayl, c'est un espace illimité. Donc, on peut y stocker autant qu'on veut de données. Donc, après
sur Drive, il faut aller sur Nouveau. D'accord? Donc, je vais lancer. Je sais il y a beaucoup de personnes parmi vous qui connaissent déjà, mais je suppose aussi qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils. Donc, je vais y aller un peu d'une manière un peu progressive. Alors, sur l'outil, sur Google Drive, il faut cliquer sur Nouveau. Donc, la connexion n'aide pas vraiment. Il le propose par défaut Docs, Sheet et Slide. Nous, on va lui demander d'aller un peu plus loin sur Google Forms. Donc, Forms, que ce soit chez Google ou bien chez Microsoft, on fait la distinction entre Forms, dans Forms, entre le formulaire et le questionnaire. Ce n'est pas la même chose. Le formulaire, c'est celui qu'on va utiliser. Donc là, il y a un problème au niveau du vocabulaire parce que pour Google, si vous dites questionnaire, donc c'est plus QCM. Hein? Donc, ce qu'ils appellent chez Google questionnaire, c'est le QCM. Donc, nous, on va utiliser le formulaire qui est un outil de collecte des données. D'accord? Donc, la première chose, c'est de donner un nom à ce formulaire. Généralement, il faut lui donner un titre qui reflète l'objet du questionnaire. Par exemple, une enquête de satisfaction, à titre d'exemple. Quand vous saisissez, alors ce qui est bien dans quand on travaille sur le cloud, c'est qu'on n'enregistre rien, tout s'enregistre automatiquement et par conséquent, rien n'est perdu. Alors, comme vous l'avez remarqué, le nom qu'on a donné au questionnaire, il est répliqué ici. Et il y a même la possibilité d'insérer une image. En cas de besoin, par exemple, je voudrais mettre le logo de l'université. Donc, je pourrais bien sûr ajouter une image avec cet outil. Donc, l'outil va nous demander d'aller chercher l'image. Donc, bon, je vais prendre n'importe quelle image, la première qui me tombe sous la main, justement parce que c'est justement une illustration. Alors, au fur et à mesure que vous créez votre questionnaire, vous pourrez lancer des aperçus. C'est-à-dire toujours se poser la question comment ça va apparaître auprès de l'utilisateur. Donc, l'aperçu, il est fait pour ça. Donc, pour moi, je voulais tout simplement montrer comment attacher une image, mais je veux revenir ici. Un questionnaire, il faut le vendre. Le vendre, c'est-à-dire qu'il faut développer une logique d'argumentation. Une argumentation destinée à qui? Destinée à ceux qui vont y répondre. D'accord? Et cette argumentation doit d'abord, à mon avis, il doit porter ou bien comporter 3 ou 4 parties, ou bien 3 ou 4 petits paragraphes. Une présentation de l'enquête dans son contexte, c'est-à-dire il s'agit ici d'une enquête qui s'inscrit dans le cadre, ou bien dans mon PFE, projet de fin d'études, conduit sous la supervision du professeur X. Et là, j'insiste sur ça, parce que ce que vous devrez savoir, c'est que votre encadrant, il jouit d'un capital d'une notoriété, il a un réseau et il faut utiliser son réseau. Le fait de mentionner son nom sur la partie en tête du questionnaire va vous apporter des réponses supplémentaires. Hein? Et je parlerai aussi d'autres aspects par rapport à ça tout à l'heure dans la partie partage. Mais déjà ici, dans la partie introduction, il faut mettre ou bien préciser que c'est sous la supervision, bien l'encadrement du professeur X, vous mettez aussi votre nom qui réalisait le projet, sous l'encadrement du professeur X,
dans la formation, vous citez votre formation dans laquelle vous réalisez l'étude, à l'établissement, faculté par exemple des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Tufayl. Alors, le fait de citer, que ce soit le professeur ou bien l'établissement ou bien l'université, croyez-moi, ça va vous apporter des réponses supplémentaires parce que votre questionnaire va tomber peut-être entre les mains de quelqu'un qui a déjà été à l'université, bien qui connaît le professeur, qui a été dans le même établissement que vous il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bah, je ne sais pas, 20 ans c'est un peu trop parce que notre faculté n'a pas encore 20 ans, ou bien il a été à l'université Ibn Tufayl il y a 20 ans. Donc l'essentiel, c'est que le fait d'apporter ces précisions au niveau de l'introduction va vous permettre évidemment d'avoir plus de réponses et d'augmenter le nombre de réponses. Ben, j'ai vu tout à l'heure une question par rapport à ça. En fait, le nombre de réponses dépend aussi du nombre de questions. Ben, généralement, il faut avoir minimum 10 fois le nombre de questions, mais là, il y a beaucoup de cas particuliers. Ben, j'ai dit le minimum. Hein. Il faut, si vous avez 12 questions, il faut au moins collecter 120 réponses, mais des réponses en rapport. Là, je parle des questions qui sont en rapport directement avec la problématique et non pas les informations signalétiques. Je reviendrai sur ça après. Donc, vous présentez le contenu, l'objectif du projet, le cadre dans lequel il est. Vous rassurez le répondant sur l'usage que vous allez faire des données. Donc, il faut lui garantir l'anonymat. Et dans ce sens-là, il faut même aller jusqu'à citer la loi 0908 sur la protection des données à caractère personnel. Donc, cela suppose que vous devrez aller lire la loi. Elle est sur le site de CNDP. Et il faut dire que vous allez utiliser, bien recueillir les données et les traiter de manière anonyme et que vous vous engagez à ne pas les divulguer, à ne pas les transmettre à d'autres personnes parce que ils vous ont été confiés à vous. Alors, vis-à-vis de la loi, quand vous collectez des données par formulaire, vous êtes le dépositaire de ces données et vous êtes censé les sécuriser et ne pas les diffuser sans l'autorisation des propriétaires des données. Et rassurer aussi sur l'usage que vous allez faire de ces données. C'est-à-dire que vous allez seulement les utiliser pour cette étude. Il ne faut pas que les surprendre demain en leur envoyant un mail dans lequel il y a une proposition commerciale parce qu'ils ne vous ont pas autorisé à faire ça. Donc, il faut se limiter aux usages autorisés et il faut rassurer le répondant par rapport à ça. Après, la troisième rubrique, vous donnez la durée moyenne approximative, mais il faut que ça soit précis, de réponse au questionnaire. C'est-à-dire dire aux gens, ce questionnaire va vous prendre 4-5 minutes, par exemple, mais il ne faut pas que ça soit beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous accorder 30 minutes ou bien 1 heure pour répondre à un questionnaire. Donc, quand on est dans ce type de questionnaire, les instituts d'études, ils font appel à des gens qui le rémunèrent parce que là, ça devient du travail et non pas du volontariat. Donc, il faut préciser la durée du questionnaire et remercier bien sûr les répondants de leur collaboration, etc. Donc, si vous avez peur de ne pas trouver des formulations bien faites, vous pourrez en chercher sur Internet. Donc, il suffit de chercher formulation de remerciement, formulation, etc. Donc, vous pourrez en trouver. Par rapport aux aspects juridiques, vous pourrez les trouver sur le site du CNDP. Bon, j'ai peut-être un peu été long un peu sur ça, sur cet aspect, parce que j'insiste, parce que c'est le premier contact. Donc, le premier contact entre vos répondants et vous, c'est le titre et la partie introductive. Maintenant, je vais essayer, parce que surtout dans cette période de confinement, vous savez, les étudiants, bien généralement, on n'a pas la possibilité de faire des stages. Du coup, la majorité des PFE ont évolué vers des mémoires de recherche. D'accord ?
Donc, au lieu de rapport de stage, parce que dans un stage, on peut ne pas avoir besoin de faire une enquête par questionnaire. Mais maintenant, pour apporter un peu de terrain, de pratique, une dimension empirique à son travail, le questionnaire s'avère indispensable. Donc, c'est pour cela qu'on a jugé que cet atelier euh, vient à temps. Peut-être il est un peu plus tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Euh, et bien sûr, dans cette période, j'ai vu beaucoup de questionnaires. J'en ai répondu à beaucoup. Et il y a même une blague dans ce sens-là. Donc, quelqu'un, une fois, avait mis sur les réseaux sociaux que si après on lui pose la question, vous aviez fait quoi pendant le premier semestre de 2020, il a dit que dans mon CV, je vais rajouter comme quoi j'ai répondu à des questionnaires. Tellement on y a répondu. Bon, c'est juste pour vous dire que c'est un outil qui est devenu indispensable. Mais c'est un outil qui est utilisé à tort et à travers. Donc, je peux vous donner l'erreur la plus courante. C'est que je me retrouve avec des questionnaires d'étudiants de licence, de master de plusieurs niveaux qui commencent par me demander si je suis homme ou femme, combien je gagne comme revenu, qu'est-ce que je fais comme travail. Donc là, ça fait interrogatoire. D'accord? Donc, surtout, essayez ou bien évitez que votre questionnaire soit perçu comme un interrogatoire. D'accord? Et pour cela, ces questions à caractère personnel, on doit toujours les laisser vers la fin. Et on va les mettre dans une rubrique à part. Et là, je parle. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens que ça dérange déjà que de commencer par des informations à caractère personnel. Et ils s'arrêtent là. Ils abandonnent. Ils ne répondent pas. Vous allez me dire, mais bon, même si on ne commence pas par les questions personnelles, on va devoir les poser à la fin. Bah, si vous les laissez à la fin, il y a deux avantages. Déjà, ne mettez pas la réponse obligatoire à ces questions. D'accord? Et mettez-les vers la fin. Comme ça, la personne qui arrive vers la fin et qui a des réticences quant à ses données personnelles, ben, il aura déjà répondu aux autres questions. Les autres elles sont facultatives. Il peut décider de ne pas y répondre. Donc, je recueille quand même des réponses. Ou bien, quand il aura répondu aux autres questions, il aura compris que c'est normal que vous cherchiez à le connaître. C'est normal que vous lui posiez des questions d'ordre personnel. Et bien sûr, il va collaborer, il va coopérer dans ce sens-là. Et il y a une autre remarque, j'en parlerai vers la fin, c'est sur la manière de poser les questions à caractère personnel. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de créer des rubriques. C'est-à-dire, il ne faut pas que toutes les questions soient listées dans la même rubrique. Non, vous divisez. D'ailleurs, la manière de diviser le questionnaire, ça découle de votre problématique, de la manière dont vous la traitez, etc. Donc, il faut créer des rubriques avec ce bouton ici. Donc, on insère une rubrique. Vous savez, là, ce sont des objets que l'on peut déplacer. Hein? Donc, vous pourrez déplacer tous ces objets. Donc là, je voudrais que le titre de la rubrique apparaît. Donc là, ce sont tous, généralement, quand vous pointez un objet, il y a un symbole ici qui s'affiche qui vous permet bien sûr de prendre l'objet, de les déplacer vers le haut, vers le bas, etc. Donc, cette rubrique, je vais lui donner un nom et éventuellement, quand c'est nécessaire, une description. Par exemple, je suis en train de réaliser une enquête de satisfaction. Je vais statut de client. Pourquoi j'ai mis cette rubrique-là? Parce que quand je veux étudier la satisfaction, donc je m'adresse à ceux qui sont déjà clients dans l'entreprise. Ceux qui ne sont pas clients ne sont pas concernés par cette étude. Et là, il faut toujours s'assurer de ça. Ben, il faut que les personnes concernées répondent, mais il faut aussi que les personnes non concernées ne répondent pas.
Parce que quand ils répondent, ils vont fausser vos résultats. Ils vont apporter des données qui n'améliorent pas la connaissance que vous cherchez à atteindre, mais ils la dégradent. Donc, c'est pour cela que généralement, il est très conseillé de commencer par une question qui va filtrer. D'accord? Par exemple, euh, avez-vous, pardon, avez-vous déjà acheté, ben, je vais être très très simple, euh, un produit de notre, je vais mettre de notre euh, entreprise, ou bien je vais, êtes-vous étudiant à Ibn Tufayl, à l'université Ibn Tufayl, Pénétra. D'accord? Bah, supposons qu'on est en train de parler, donc là, je vais modifier statut d'étudiant. D'accord? Et bien sûr, là, je me permets d'utiliser l'UIT, les acronymes. Pourquoi? Parce que je suppose qu'il n'y a pas d'étudiants à l'université Ibn Tufayl qui ne sait pas que UIT, c'est l'université Ibn Tufayl. Mais quand on s'adresse au public, il faut éviter les acronymes. C'est-à-dire, il faut mettre ici Université Ibn Tufayl de Kénétra. Parce que l'acronyme n'est pas nécessairement connu de tout. Donc là, celui qui va répondre, c'est-à-dire celui qui va avoir ce questionnaire entre les mains, il va répondre par oui ou par non. Donc là, c'est quel type de question? D'accord? Donc là, sur Google Form, il y a la réponse courte et le paragraphe. Ce sont des questions textuelles. Textuelles, c'est-à-dire le répondant doit rédiger lui-même un texte qui est court, c'est-à-dire une ligne généralement, ou bien plusieurs lignes, un paragraphe, en réponse à des questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes. Pourquoi on les appelle ouvertes? Parce que c'est le répondant qui propose la réponse. Et il ne va pas choisir parmi ce qu'on va lui proposer. Donc ici, ce n'est pas le cas. Là, c'est une question où il y a des propositions qui sont deux. Mais là, les deux propositions sont exclusives. C'est-à-dire, ça peut être oui ou non. Ça ne peut jamais être les deux. Et ça ne peut pas être autre chose que le oui ou le non. D'accord? Donc là, la forme de question, c'est soit choix multiple, ou bien case à cocher. Ah, pardon, liste déroulante. Donc là, j'ai une remarque concernant choix multiple. Le nom de la question risque d'induire en erreur. Et là, chez Microsoft, c'est plus clair. Mais là, chez Google, ils disent choix multiples dans le sens où on donne aux répondants plusieurs choix. Ça peut être 2, oui ou non, comme ça peut être 5, ça peut être 10. Mais le répondant ne peut choisir qu'une seule possibilité, qu'une seule occurrence, qu'un seul choix. Alors, quand les choix sont exclusifs et il faut y avoir un seul, on peut utiliser soit choix multiples, soit liste déroulante. Et je vous demanderai de toujours vérifier votre question. Là, parce que j'ai mis des rubriques, normalement, ici, il va y avoir la partie introduction. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je préfère que la partie en-tête et présentation soit mise dans une rubrique à part. Pourquoi? Parce que les questions ne sont pas encore visibles et le destinataire va prendre le temps de lire l'introduction. Après, on va cliquer sur suivant. Là, vous testez la question. Vous voyez, quand je clique sur oui, si je clique sur oui, je ne pourrais pas aussi cliquer sur non. Donc, du coup, les deux choix sont exclusifs. Donc, c'est bon, ne mettez pas envoyer
pourrez soit mettre hauteur ou bien vous fermez tout simplement la fenêtre et de quitter. Donc là, je me suis bien assuré que ma question n'admet qu'une seule réponse. Ça va être le cas si je fais aussi liste déroulante. Alors, la liste déroulante, c'est plus simple parce qu'il ne montre qu'un seul choix. On ne peut faire qu'un seul choix. D'ailleurs, là, ça peut être oui, comme ça peut être non. Mais jamais les deux à la fois. C'est bon? D'accord. Après, généralement, cette question filtre, on met juste après, on passe à une autre rubrique. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, je vous dirai après. Euh, je vais revenir à cette question plus tard, parce qu'il nécessite un paramétrage. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, il y a des questions dont la réponse doit être obligatoire, comme celle-ci. Parce que je dois savoir si l'étudiant, le répondant est un étudiant de Ibn Tufayl. Dans ce cas-là, je vais recueillir ses réponses de satisfaction. Mais comment il peut être satisfait ou pas s'il n'est pas étudiant de l'université Ibn Tufayl. Donc là, je vais restreindre, bien rendre la réponse obligatoire. Bah, je vais mettre une rubrique. Alors, je pourrais éventuellement, je suis en train d'évaluer l'expérience de l'étudiant à l'université Ibn Tufayl. Bon, je vais évaluer les aspects administratifs, les aspects pédagogiques, les aspects parascolaires. Donc là, j'aurai 3 rubriques. Ah, donc, expérience, pardon, administrative, par exemple. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas le temps beaucoup de réfléchir et je vais créer une question. Là, je vais essayer de créer le maximum de types de questions. Par exemple, pour la réponse courte, hein, je vais peut-être demander à l'étudiant de me donner son nom et son prénom. D'accord? Prénom et nom. Ça dépend, donc, dans l'ordre. Donc là, après, je dois décider si c'est obligatoire ou pas. Mais généralement, ce type d'information ne doit pas être obligatoire. Donc, qu'est-ce que j'aurai je vais laisser l'aperçu pour tout à l'heure. Là, j'ai un petit espace pour répondre parce que pour le nom et le prénom, ça va tenir sur une ligne. Pour ce qui est d'une réponse, bien d'une question paragraphe, là, je vais demander l'avis, bien l'opinion de la personne sur, bien sûr, un aspect bien particulier de son expérience d'étudiant. Écrivez décrivez le problème principal, je veux dire n'importe quoi, problème principal, pardon, que vous avez rencontré, problème principal que vous avez rencontré, etc. Donc là, la personne va donner son avis. Là, je vous donne tout simplement les possibilités, mais ce type de questions à éviter. Pourquoi? Parce que il ne s'apprête pas au traitement statistique. Donc, ce sont des réponses textuelles. Vous pourrez après les analyser par un outil d'analyse de contenu textuel, comme InVivo par exemple. Mais généralement,
c'est des questions à éviter. Donc, je voulais tout simplement vous montrer que les possibilités offertes par le TI. Donc, après, c'est à vous de voir si vous aurez besoin de ce type de questions ou pas. Après, je vais mettre une question. euh, euh, on a vu le cas de choix multiples et de liste déroulante. Maintenant, je vais mettre case à coucher. D'accord? Alors, dans la case à cocher, je vais donner des choix, mais qui ne sont pas exclusifs. D'accord? Mais attention, il faut faire en sorte à ce que les choix ne découlent pas du vide. C'est-à-dire, il y a toute une réflexion en amont pour déterminer le choix. Alors là, parce que je suis que là, il y a des étudiants de licence, des étudiants de master, des doctorants. Pour les étudiants de licence, je dirais tout simplement que euh, les choix nécessitent une réflexion, une recherche documentaire avant. Mais pour les étudiants de master et doctorants, je parlerai d'échelles de mesure, des items qu'ils doivent récupérer sur des échelles de mesure qu'ils doivent trouver dans la littérature, ou bien qu'ils doivent construire eux-mêmes avec toute la démarche nécessaire. Donc, les choix, ça ne s'improvise pas. On ne va pas mettre n'importe quoi. Donc, puisque cette partie-là ne relève pas de l'ETI, donc c'est une réflexion qui a lieu en amont, je ne vais pas m'y attarder. Maintenant, je suppose que vous avez déjà vos choix. Et quand est-ce que j'utiliserai le type de question case à cocher? Quand les choix ne sont pas exclusifs. Par exemple, je vais demander à quelqu'un, vous vous connectez à Internet via téléphone ou bien smartphone, ordinateur, portable, ordinateur de bureau, tablette. Généralement, c'est les seules possibilités. Mais, des fois, par prudence, il faut ajouter autre. D'accord? Pourquoi? Il se peut que quelqu'un, dans un contexte particulier, utilise un autre appareil, je ne sais pas. Par prudence, moi, je mettrai autre. D'accord? Après, si la case autre reste vide, ça ne nuira pas à la qualité des données. D'accord? Donc là, je vais passer à l'aperçu. Donc, je suis étudiant de l'université de Notofail. Là, je peux mettre mon nom et prénom. D'accord? Ici, je pourrais répondre. Donc là, on peut revenir à la ligne. Je crois dans l'autre question. Donc, c'est ça la différence. Hein? Dans la question courte, on ne peut pas revenir à la ligne. Dans la question de type paragraphe, on peut revenir à la ligne. Et là, je me connecte à partir d'un téléphone, d'un ordinateur portable et d'une tablette à la fois. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut pas exprimer cette réponse autrement? Je peux la transformer en question avec un seul choix, mais là, je dois préciser dans l'énoncé quel est le principal outil que vous utilisez pour vous connecter à Internet. Donc là, je veux savoir, parmi téléphone, ordinateur, portable, tablette, lequel est le plus utilisé. Dans ce cas-là, je peux passer d'une question case à cocher à une question choix multiple ou bien liste déroulante. D'accord? Bon, je passe à une autre rubrique que je vais appeler expérience pédagogique. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de mettre une description. L'objectif des questions suivantes, c'est de connaître
telle et telle chose. D'accord? Donc, c'est par rapport au sujet que vous traitez. Donc là, je vais intégrer maintenant, vous laissez de côté importer un fichier, parce que dans un questionnaire, on peut importer n'importe quel objet. Donc cela, on l'appelle un fichier. Ben, je vais passer aux questions échelle et grille. D'accord? Alors, la question échelle, c'est la question dans laquelle je vais demander une note. Et là, je vais vous montrer, on peut exprimer la question sur une échelle linéaire ou bien sur des grilles. Maintenant, je vais voir le cas échelle. Noter de 1 à 5, je peux le mettre, là, je peux mettre à 10. Donc, la longueur ou l'ampleur de l'échelle, c'est vous qui le définissez. D'accord? Donc, je peux aller de 1 à 5, de 1 à 10. L'essentiel, généralement, il est recommandé d'utiliser un nombre impair. Pourquoi? Pour toujours avoir une position neutre au milieu. Ou bien, s'il y a des situations où cette neutralité n'est pas recommandée. On ne veut pas qu'il y ait de réponse neutre. Dans ce cas-là, il faut que le nombre de réponses, que la taille de l'échelle soit pair. Parce que quand il est pair, par exemple, par c'est 4, soit c'est 4 ou bien et 3, soit c'est 1 et 2. 1 et 2, c'est inférieur à la moyenne. 3 et 4, c'est supérieur à la moyenne. Donc, il n'y a que le négatif et le positif. Il n'y a pas le neutre. Par contre, si je mets 5, le 1 et le 2, ben, si on est dans la notation, c'est négatif. Le 3, c'est neutre. Le 4 et le 5, c'est positif. D'accord? Mais notez, bien, donner une note pour la qualité de la formation. Bon, ici, il y a un risque si je laisse, parce que là, le libellé, il est facultatif. Mais il y a un risque, parce que il y a celui qui, et là, ça me rappelle une blague. Je connaissais quelqu'un dont le père n'a jamais été à l'école. Bon, à la fin de l'année, il lui a dit, combien tu as eu, c'est quoi le résultat de l'école? Il lui a dit, je suis premier. Et il lui a dit, c'est quoi premier? C'est 1. Et là, il lui a collé une claque en lui disant, c'est pour ça que j'ai fait tout cet effort pour que tu puisses avoir 1. Les autres, il arrive à bien avoir 17, 18, 19 et toi, tu as eu 1. Donc, c'est ce problème-là. Est-ce que là, c'est une note ou bien c'est un classement? Vous allez me dire, c'est précisé sur la question qu'il s'agit bien d'une note. Oui, c'est précis pour moi. Mais pour ceux qui vont répondre, je ne suis pas certain. Pour en être certain, je vais mettre 1 étant à mauvaise note. Bien, je vais mettre tout simplement mauvaise note, bonne note. Bien, je peux mettre positif, négatif, etc. Là, puisqu'il s'agit d'une note, 1, c'est mauvaise note, 5, c'est la bonne note. Je vais mettre, par exemple, obligatoire et je vais mettre l'aperçu. Bon, je passe, je suis là, c'est obligatoire, je dois répondre. Je me connecte via mon téléphone et une tablette. Suivant. Voyez là notre question. Donc, on a une échelle numérique de 1 à 5. Sachant que du côté de 1, c'est mauvais, c'est négatif. Du côté de 5, c'est une bonne note. Donc là, il n'y a pas de risque d'erreur. Donc, retenez que toujours, je me mets à la place du répondant pour faire en sorte qu'il me donne une réponse
en s'assurant qu'il a bien saisi le sens de la question. Euh, donc, les questions, c'est Azwaoui, donc tu t'en charges et tu vas m'interrompre quand tu voudras, quand tu le juges nécessaire. Zdé Mohamed, il n'y a pas, comme tu es très clair, il n'y avait pas assez de questions. J'espère. À part deux, trois petites questions que j'ai vues. La première, c'est lorsque quelqu'un a parlé d'un nombre idéal de répondants. Je crois que dans Oui, votre oui, intervention, vous avez répondu. Déjà, ce mot idéal, c'est un peu à un nuancer exemple. parce que nous sommes dans les sciences sociales. Puis, vous avez parlé tout à l'heure de la fiche signalétique, c'est-à-dire toute l'information relative à l'âge, à la situation socio-économique, et qu'il y avait quelqu'un qui a posé la question sur le pourquoi de cette information. Je crois qu'il y avait des éléments de réponse aussi dans votre intervention, mais si vous voulez, vous pouvez les expliciter. Parce que déjà, lorsque vous avez parlé tout à l'heure une fois, je ne sais pas qui a répondu. Si je ne sais pas qui a répondu, il se peut qu'elle soit Oui, optible. Et comment je pourrais oui. évaluer la qualité de l'information? Ce n'est pas tout à fait Et évident. surtout interpréter par la suite les Voilà. résultats obtenus. Parce que la nature, effectivement, la nature de l'information que je cherche, il doit provenir aussi d'une cible bien déterminée et de cette cible-là que je veux avoir l'information. Vous avez donné l'exemple des étudiants d'Ibn Tufayl tout à l'heure de notre faculté. Je pourrais dire aussi les investisseurs. Si je veux savoir comment les investisseurs de la ville de Kinitra perçoivent l'image de cette ville, il ne faut pas prendre l'avis de quelqu'un qui n'est pas investisseur à Kinitra. Donc, c'est Oui, un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est Mohamed, à travers, le digital, comment il peut oui, atteindre sa cible? Comment il oui. pourrait aller vers les personnes qui l'intéressent? Et Ah, une autre c'est dans question, la partie administration, je répondrai par la suite à ça. Oui. voilà, il y a une autre question, mais je crois que on va la laisser vers la fin parce que Parfait, ça concerne une fois nous avons les résultats. parfait. Merci. Merci, cher ami. Donc, je vais continuer dans l'exploration des types de questions. Et là, je vais vers la question grille. Alors, la grille, c'est une matrice. Une matrice, vous savez, on peut la lire via les lignes et via les colonnes. Mais là, avant de voir la grille, là, nous avons encore, est-ce que c'est choix multiple ou bien case à cocher? C'est la même remarque que j'ai fait au début sur la question choix multiple et la question case à cocher. C'est-à-dire, est-ce que les choix que comporte la question sont exclusifs ou pas? Hein? Par exemple, le fait qu'une personne soit très satisfait, moyennement satisfait, satisfait, pas du tout satisfait, sont des choix exclusifs parce que je ne peux pas être très satisfait et moyennement satisfait. Dans ce cas-là, on est dans choix multiples. Case à cocher, c'est quand on peut cocher plusieurs cases hein, en même temps, c'est-à-dire les choix ne sont pas exclusifs. Donc là, je vais prendre, donc ça s'applique à la grille. Je vais prendre une grille. Alors, je voudrais interroger les étudiants, par exemple, sur la qualité de leur formation, mais sur la base d'une échelle à travers des critères. D'accord? Alors, je vais par exemple poser la question par rapport à euh, quelle est votre appréciation euh, des critères suivants de votre formation. Ah, là, je vais mettre la critère, par exemple, la qualité des locaux. Je vais mettre n'importe quoi. Euh, par exemple, la qualité des supports de cours. Euh, compétences des enseignants.
Ah, on va s'arrêter là. Donc là, j'ai sur les lignes, j'ai les critères d'évaluation. Maintenant, dans la colonne, je vais mettre l'échelle d'évaluation. Après, dans ce type de questions, il est préférable de mettre une échelle sur 3, sur 5, sur 7, etc. Par exemple, excellent, euh, excellente, parce que là, je parle de qualité et de compétences, excellente, bonne, moyenne, mauvaise et médiocre. D'accord? Bon, là, j'ai fait choix multiple, c'est-à-dire que ça ne peut pas être excellente et bonne, bonne et moyenne à la fois, ou bien excellente et médiocre, etc. Donc, ce sont des choix exclusifs. Donc, je vais lancer l'aperçu. Donc, je suis étudiant à Ibn Tufayl. Suivant, je me connecte par téléphone et par ordinateur portable. Suivant, la qualité de la formation, le parfait n'est pas de ce monde, donc 4 sur 5, c'est déjà une bonne note. Les locaux, c'est bon. Les supports, excellents. Les enseignants, non, les enseignants, ils sont excellents aussi, hein. Je ne parle pas de moi, je parle de mes collègues. Donc là, vous voyez, je ne pourrais pas… Entre parenthèses, Asdi Mohamed, Oui, on a fait une enquête l'année dernière et une question, parmi les questions qui ont été posées, c'était ouais, quel est l'élément qui influence positivement l'image d'une université. C'était ok, les professeurs. Et une autre ouais, question, la deuxième catégorie, quel est l'élément qui influence négativement l'élément prioritaire, le plus important qui influence ouais, l'image ouais, de l'université, c'était encore la qualité des professeurs. Donc, c'est une arme à voilà, double tranchant. oui. Alors, en fait, là, c'est à titre de blague. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les types de questions. L'essentiel, c'est de montrer que sur chaque ligne, les choix sont exclusifs. D'accord? Il suffit que j'aille modifier le type de question pour mettre case à cocher, grille, mais avec des cases à cocher, pour que les choix ne soient plus exclusifs. D'accord? Voilà, suivant. 3. Donc là, je peux dire bonne, excellente et bonne. Bon, en fait, ce type de question, il n'est pas approprié dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ça pose des problèmes quand les gens vont répondre. Ben, il se peut qu'ils vous mettent, qu'il y a des personnes, vous allez me dire, ouais, est-ce qu'il y a des personnes aussi bêtes qu'ils vont mettre… Non, ce n'est pas un jugement de valeur. Par inattention, il se peut qu'une personne mette deux réponses ici. Donc là, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est vous qui avez donné cette possibilité. Donc, pour ce type de questions, il faut que les choix soient exclusifs. Mais il y a des situations, je pourrais concevoir une autre matrice dans laquelle les choix ne sont pas exclusifs. Dans ce cas-là, je peux utiliser ce format ou bien ce type de questions. Donc, vous avez certainement déjà saisi le message. Après, je vais mettre… je supprime cette question. Ou bien, je vais mettre une autre catégorie. Je déplace cette question vers le bas. Donc, je passe à une rubrique des informations personnelles. Moi, je préfère… parce que quand vous parlez d'informations personnelles, c'est déjà vous mettez votre doigt sur quelque chose qui dérange certains. Moi, je préfère mettre à propos de vous. Donc, je ne vais pas parler d'informations personnelles. Pourquoi? Parce que je ne vais pas les interpréter ou bien les traiter de manière personnelle. Je vais les traiter de manière anonyme. Pour moi, vous allez me dire, mais attention, si ces informations, vous les collectez, c'est qu'elles sont utiles. S'ils ne sont pas utiles, vous ne les collectez pas. Oui, ils sont utiles parce qu'après, le profil démographique de la
population interrogée est très utile pour interpréter les résultats. Donc, ce n'est pas le fait que ça, pour dire qu'il y a tant d'hommes, tant de femmes. Est-ce qu'il y a des divergences dans les réponses des hommes et des femmes par rapport à une question bien particulière, etc., etc. Donc, c'est très utile dans la phase de traitement et d'interprétation des résultats. Interprétation et discussion des résultats. Donc là, je vais poser une question, par exemple, la date. En fait, je vais vous montrer en quoi il sert. Par exemple, dans une enquête en marketing, on peut demander à quelqu'un à quand remonte la date du dernier achat, bien, etc. Donc, dans une question sur la date, on peut, c'est-à-dire le répondant va avoir un calendrier. Donc, soit il va saisir manuellement la question, soit il va faire des choix à partir d'une date. La même chose pour l'heure. D'accord? Donc, ça va être une heure en minutes, heure, minute, seconde. D'accord? Et après, on va choisir est-ce que c'est 24 heures ou bien 2 heures. Quand c'est 2 heures, il faut qu'il y ait AM, PM, etc. Maintenant, moi, je voudrais revenir aux questions d'ordre bien personnel ou bien descriptif, ou bien de profil du répondant. Hein. Donc, je voudrais connaître le profil du répondant. Alors, je chercherai à savoir s'il est un homme ou bien une femme. Donc, vous êtes. Et quand vous demandez homme ou femme, vous commencez par femme. Hein. Et là, ça doit être choix multiple, c'est des choix exclusifs. Alors, comme je l'ai dit, ce type de questions ne les rendait pas obligatoires, parce qu'il y a des personnes qui vont être réticentes. Alors, ce type de questions, ça ne pose pas de problème. Mais il y a d'autres questions qui posent problème, notamment l'âge et le revenu. Déjà, je ne dois poser la question que quand c'est utile. Ça va me permettre d'interpréter mes résultats. Et il faut choisir la manière de les poser. Vous demandez à quelqu'un quel est son âge, il va être réticent. Mais si vous lui demandez la tranche d'âge, ça va passer. Parce que la tranche d'âge, on ne peut pas la cacher. Il suffit de voir quelqu'un, vous pourrez deviner sa tranche d'âge, approximativement. Donc, vous êtes âgé, bien votre âge, et en fait, ce qui se répète, je vais le mettre dans l'énoncé de la question. Par exemple, compris. Ou bien, il y a ceux qui utilisent des intervalles. Hein. Par exemple, on commence à partir de 18, c'est-à-dire on s'adresse à des adultes. Parce que s'il s'agit d'un enfant, il faut que ça soit fait en compagnie d'un parent. Donc, je crois que légalement, on n'a pas le droit d'interroger des enfants. Donc, par exemple, 18-30, hein, après 31, 40, après 41, 50, et peut-être après plus de 50. Donc là, je demande des tranches de revenus. Et là, ça doit aussi être des questions de choix multiples. Pareil pour, des tranches d'âge. Pareil pour le revenu. D'accord? Donc là, vous voyez que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça ne corrige plus le A accent circonflexe parce que les Français ont supprimé l'accent circonflexe, donc il n'est plus obligatoire. Votre revenu entre 1 inférieur à par exemple, je vais dire le SMIC. Hein. Par exemple, pour moi, c'est très important de savoir s'il y a des personnes qui ne sont pas
rémunérés au SMIC. D'accord? Entre 2500 et, par exemple, 5000, entre et là, vous faites attention pour une question de présentation d'esthétique, toujours commencer par une lettre majuscule. Et si vous commencez une question par une lettre majuscule, par exemple là ça devient moche. Parce qu'il faut que ça soit cohérent. Donc, vous mettez tout en majuscule. Donc, l'aspect visuel, parce qu'il ne faut pas oublier, le premier contact que les répondants ont avec votre questionnaire, c'est un contact visuel. Donc, il faut que ça soit agréable à l'œil, parce que ça va ouvrir leur appétit. Et quand c'est bien fait, c'est bien présenté sur le plan visuel, ça montre déjà que vous êtes un professionnel. Comme on dit toujours, c'est Azwawi, la forme, c'est le fond qui remonte en surface. Donc, quand la forme est bien faite, on suppose que le fond aussi est peut-être bien soigné. Donc, bien, je vais passer directement supérieur à 5000 par exemple. Bien sûr, il faut préciser, puisque c'est un revenu, c'est en dirham. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que des fois, quand on diffuse le questionnaire par réseaux sociaux, il se peut qu'on ne toucheront des personnes qui se trouvent à l'étranger. D'accord? Donc là, j'ai demandé des informations d'ordre personnel sans que cela ait une précision qui pourrait déranger. Mais pour moi, l'information a déjà du sens, il va m'être utile. Et il y a une autre question concernant les statuts, bien la profession. Hein? Généralement, connaître la profession du répondant est très, très important. Et par conséquent, là, si vous la mettez ce format textuel, vous pourrez avoir des résultats, bien des réponses qui ne sont pas homogènes. Par exemple, il y a ceux qui vont vous répondre employé, et là, vous ne savez pas est-ce que c'est un employé du privé ou bien du public. D'accord? C'est pour cela qu'il faut éviter les réponses textuelles, il faut passer à des questions choix multiples. Par exemple, votre profession, genre vous voyez. Alors là, avant d'aller concevoir ou bien faire les choix, vous faites une recherche. Quels sont les statuts professionnels qui existent et les plus importants pour nous? Donc, ça peut être… Alors, si je mets par exemple fonctionnaire et employé. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent fonctionnaire, c'est dans le public, employé, c'est dans le privé. Mais pas tout le monde le sait. C'est pour cela qu'il vaut mieux mettre fonctionnaire dans le public ou bien entre guillemets public, par exemple, bien fonctionnaire de l'État ou bien fonctionnaire du public, dans le public, ou bien mettre tout simplement, pardon, public, et là pour employer, mettre le privé. Donc ça, je suis en train de vous mettre en garde sur ce qu'on appelle le biais du questionnement, ou bien le biais de la question. C'est-à-dire que quand la question biaise la réponse, en induisant à une interprétation erronée, par exemple. D'accord? Et dans ce cas, parce que, comme je viens de parler de biais de questions, les questions interro-négatives à éviter. Ne pensez-vous pas que… Non, pensez-vous que… D'accord? Donc, les questions interro-négatives à éviter. Les questions où la réponse est suggérée également à éviter. Donc, il ne faut pas influencer le répondant. Il faut que la question soit formulée de manière neutre. Par exemple, ne pensez-vous pas que l'utilisation de la voiture personnelle pour les déplacements est un facteur de pollution? Donc là, il y a déjà la forme interrogative, il y a la forme réponse suggérée, c'est-à-dire
c'est comme si vous leur dites, si vous répondez par non, c'est que quelque chose ne va pas bien chez vous. D'accord? Et là, pour insister donc sur ça, il faut toujours bien formuler les questions, que ce soit la question ou bien les propositions. Donc, quand je dis la question, c'est cet ensemble. D'accord? Employé, la personne peut être entrepreneur. Là, est-ce que le médecin, par exemple, est un entrepreneur? Généralement, médecin, avocat, etc., c'est ce qu'on appelle profession libérale. Là, on va mettre professionnel libéral. D'accord? Après, s'il vous plaît, je ne vais pas m'attarder parce qu'on a pas mal de choses à voir. Il faut mettre tous les choix possibles et laisser toujours une case autre. D'accord? Éventuellement, si vous voulez une autre question, c'est autre lequel. Là, c'est choix multiples, etc. Donc maintenant, je peux avoir l'aperçu dans mon questionnaire, mais là, je réponds par non. Là, il y a un problème. Ah, moi qui n'ai pas étudiant à l'université Ibn Tufayl, j'ai la possibilité de répondre sur ma satisfaction à propos de l'université. Donc, ce n'est pas normal. Ah, donc il y a un réglage qui manque. Alors, je vais revenir à la question filtre. Là, je vais ajouter ce qu'on appelle un embranchement. D'accord? C'est ça. Accéder à une réponse, à une section en fonction de la réponse. Alors là, pour oui, je vais soit dire passer à la section suivante, ou bien passer à la section statut de l'étudiant. Donc, ici, c'est pareil. Ah, section suivante, ou bien, pardon, là plutôt, expérience administrative. Administrative, c'est la même chose. Donc, je passe à la section suivante. Donc, pour moi, quand je la laisse section suivante. Mais celui qui répond non, soit je peux mettre envoyer le formulaire, voilà ce que le questionnaire va donner, suivant, non, suivant, ah, enquête terminée, c'est-à-dire pour terminer, cliquez sur envoyer. Mais après, je vais vous montrer un réglage, c'est pas bien de laisser ce réglage par défaut, on va mettre un autre réglage. C'est-à-dire que là, celui qui n'est pas étudiant, il ne peut pas répondre, il ne peut répondre à une question. Ou bien, je voudrais qu'il me réponde, qu'il me donne, réponde à la section à propos de vous. Donc là, j'ai mis, quand quelqu'un répond pour oui, il va juste continuer. Quand quelqu'un répond par non, je vais lui dire où il va continuer à répondre. Par exemple, s'il y avait une rubrique sur l'intention, est-ce que vous comptez un jour faire des études à l'université Ibn Tufayl? Là, c'est une rubrique qui pourrait l'intéresser. Ou bien, à propos de vous, je voudrais quand même savoir qui ils sont en cas de besoin. Donc là, je vais vous montrer, suivant, je ne suis pas étudiant, suivant. Là, je vais répondre aux questions. Je suis un homme dans cette tranche d'âge inférieur à ça. Je suis un fonctionnaire dans le privé parce que dans le public, ce n'est pas possible. Et je vais cliquer sur envoyer pour envoyer les réponses. Donc, ce cas-là, je ne vais pas le faire. Donc, vous avez vu que cet embranchement que j'ai fait ici va me permettre d'utiliser cette question comme question filtre. Maintenant, j'ai terminé mon questionnaire. Et là, on est déjà à 16h30. Donc, je dois essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant, je vais faire un certain nombre de réglages. Par exemple, choisir un thème. Donc, vous voyez là, je peux modifier le thème. Hein. Je peux intégrer une image dans l'entête. Hein. Par exemple, je vais rapidement chercher UT logo de l'université Ibn Tufayl.
Voilà. Donc là, je vais intégrer l'image dans l'entête et non pas dans une question. Donc, je vais importer la photo. Elle est sur le bureau. Elle est là. Parfait. Je vais la cadrer. Donc là, après, il faut choisir une question qui a la résolution adéquate. Bon, je vais faire avec. L'essentiel, c'est de montrer la manipulation. Donc là, je vais vous montrer l'aperçu. Là, j'ai le questionnaire avec l'image que je voudrais intégrer. D'accord? Donc là, ce sont les options du thème. Il y a la partie aperçu et il y a la partie paramétrage. Alors là, si je mets collecter une adresse, les adresses mail, le questionnaire va ajouter automatiquement un champ de collecte de l'email. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous voyez cet avertissement, il apparaît alors que je ne l'ai pas paramétré. Donc c'est un avertissement automatique. Votre adresse email, parce que là je me suis connecté avec mon adresse, sera enregistrée lorsque vous enverrez ce formulaire. Si vous n'êtes pas cette personne, vous changez de compte. D'accord? Donc c'est là, c'est pour s'assurer. Mais là, ça peut des fois être un facteur de blocage. C'est-à-dire il y a des personnes qui, quand vous exigez ça, ils ne mettent pas de réponse. Vous voulez que la personne, par exemple, que les personnes qui répondent soient seulement des étudiants de l'université Ibn Tufayl. Dans ce cas que je suis en train de présenter une enquête de satisfaction, je vais laisser cette case cochée. Pourquoi? Parce que normalement, il faut être étudiant de l'université Ibn Tufayl pour pouvoir donner son avis sur la qualité de la formation dans cette université. Mais par contre, dans d'autres situations où le questionnaire bien sûr s'adresse à un public plus ouvert, maintenant, on va bien sûr ne pas restreindre ce questionnaire. Bon, ben, il ne reste pas, on va essayer de finir maximum dans un quart d'heure. D'accord? Est-ce qu'une personne peut répondre plusieurs fois ou non? Donc là, c'est limité à une réponse. Dans ce cas-là, la personne est identifiée par son adresse mail, elle répond une seule fois, donc il ne peut pas répondre une autre fois. Alors là, c'est des autorisations qu'on donne aux répondants. Est-ce qu'ils peuvent modifier leur réponse ou pas? Est-ce qu'ils peuvent consulter les résultats des réponses, c'est-à-dire sous forme de graphique? Par exemple, dès qu'elle répond, il va avoir un graphique sur combien il y avait d'hommes et de femmes, combien. Donc, il va voir seulement les graphiques, mais pas les détails des données. D'accord? Mais généralement, ça se fait dans les sondages d'opinion, mais pas dans les questionnaires de recherche. Pour la présentation, c'est recommandé de faire la barre de progression parce que ça montre combien il y a d'étapes. Il y a 4, je suis dans 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4 et 4 sur 4. Est-ce que les questions doivent être triées en mode aléatoire? Non, parce que c'est une construction structurée. Quand est-ce qu'on utilise le mode aléatoire? C'est quand on est dans le QCM, c'est-à-dire ce qu'on appelle le questionnaire. Hein? Pour nous, c'est un formulaire, donc on ne va pas utiliser le mode bien sûr aléatoire. Alors là, c'est le message de confirmation, c'est-à-dire le message qu'on donne à la fin. Bah, par défaut, l'outil, il donne votre réponse a bien été enregistrée. Mais vous savez, tout ce qui est standard est à éviter. Hein. Donc, il faut personnaliser la réponse, il faut y mettre une touche humaine. Donc, nous vous remercions infiniment. Ah, il ne faut pas être avare d'exprimer des sentiments de joie, de votre très précieuse contribution. Ou bien, je peux mettre euh, votre réponse a bien été
reçu. Nous vous remercions infiniment de votre très précieuse contribution. Je vais enregistrer, je vais au questionnaire suivant. Là, vous voyez la progression. 1 sur 4, 1 sur 5, maintenant c'est 2 sur 5. Je ne suis pas étudiant à l'université Ibn Tufayl. Je suis un homme, voilà, je vais cocher aléatoirement des cases et je passe. Voyez là, votre réponse a bien été reçue. Nous vous remercions infiniment de votre très précieuse contribution. Et là, vous voyez, il y a déjà une réponse qui est enregistrée. D'accord? Je vais toujours aller dans… là, c'est la partie questionnaire. Ça concerne… Il faut déjà convertir en questionnaire pour pouvoir y accéder. Là, c'est pour les enseignants, pour les QCM. Donc, on ne va pas y toucher. Donc, c'est bon. Maintenant, après avoir conçu notre questionnaire, on va l'envoyer, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Il ne faut jamais l'envoyer. Il faut d'abord le tester. Parce que si on envoie, d'ailleurs, j'insiste sur ça, parce que j'ai voulu répondre à des questionnaires et j'ai trouvé qu'ils étaient mal conçus, voire très mal conçus, et j'ai dû abandonner. Et je suis certain que ces personnes-là n'ont pas testé leur questionnaire pour pouvoir le corriger. On est des humains et on peut commettre des erreurs. Il faut surtout se donner la chance de rectifier le tir tant qu'il est toujours possible. Pour déjà ne pas avoir maximisé le nombre de réponses, mais aussi pour avoir de bonnes réponses. Alors, vous allez me dire comment je vais tester. Vous choisissez des personnes et vous leur envoyez les questionnaires, un échantillon, en leur disant que vous êtes en train de tester. Et vous leur demandez de répondre et de vous remonter leurs remarques. Déjà, il y a le professeur encadrant. Mais là, attention, il y a des fois… alors, pour l'encadrant, soit si vous avez la possibilité de le rencontrer, ce sera mieux. De venir avec votre ordinateur, le questionnaire, vous allez le voir sur écran, c'est meilleur. Ou bien, pour le professeur, il ne faut pas envoyer le questionnaire. Il faut le partager avec lui en mode création. Parce que comme ça, il va pouvoir le retoucher, s'il trouve des erreurs, etc., il va les corriger, c'est plus pratique. D'accord? Mais j'insiste sur ça, le questionnaire doit impérativement être testé avant d'être lancé. Alors après, quand je l'ai testé, je me suis assuré. Et là, vous choisissez des personnes de profils différents, de bac plus 5 à bac moins 5. Donc, je caricaturise. C'est-à-dire, il faut que parce que l'échantillon, c'est quoi? C'est une maquette de la population à laquelle on s'intéresse. Donc, il faut qu'il y ait tous les profils. D'accord? Après, on va envoyer. Mais attention, quand vous cliquez sur envoyer, ça ne signifie pas que le questionnaire va partir tout de suite. Non, ça signifie que vous allez paramétrer les modes d'envoi. Alors là, il y a soit vous avez une liste d'emails, mais là, j'insiste, il faut les obtenir de manière légale. Le titre. Là, le titre que j'ai mis, je le retrouve ici. Là, le message que là, je suis sur l'envoi par mail. Et là, vous pourrez préciser si vous allez collecter les adresses mail ou pas. Généralement, oui, puisque les gens vont répondre par mail, donc vous allez les connaître. Et là, c'est pratique parce qu'au lieu de les collecter manuellement, là, vous aurez dans le fichier Excel une case email. Donc là, vous mettez le message à envoyer au répondant à la liste et vous allez inclure le formulaire. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit pour partager avec votre professeur ou bien vous êtes un groupe d'étudiants, vous travaillez sur le même questionnaire. Donc là, ce sont les collaborateurs. Donc, qui va être votre collaborateur? Par exemple, moi, c'est M. Azouaoui. On va travailler ensemble sur ce questionnaire. D'accord? Je lui laisse un message. Donc, je suis certain qu'il va recevoir une notification sur son adresse mail pour collaborer ensemble sur ça. Pardon. Donc, je dois revenir sur envoyer.
Là, je vais envoyer à ceux qui répondent. Donc, s'il vous plaît, dans le message, bonjour, madame, monsieur, hein, donc saluez les gens, et un petit texte dans lequel vous précisez qui doit répondre à ce questionnaire, à qui ce questionnaire est destiné. Donc, ce questionnaire est destiné aux étudiants actuellement à l'université Ibn Tufayl en vue d'évaluer leur degré de satisfaction, etc. Donc, il est important de préciser ici la cible. Comme ça, si par erreur il a été destiné à quelqu'un qui ne fait pas partie de la cible, bah, à travers le message, il va comprendre que ce questionnaire n'est pas pour lui. D'accord? Maintenant, l'autre possibilité de partage, c'est par lien. Alors, quand c'est par lien, il est préférable de raccourcir l'URL. Bah, sur LinkedIn, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Parce que LinkedIn, il va le raccourcir par défaut. Mais sur les autres outils, il faut le raccourcir. Et si vous voulez partager sur Facebook ou bien sur Twitter, il est préférable de le faire directement à travers ici parce qu'il sera bien, le post sera très bien conçu. Il reste tout simplement, donc là, vous voyez, il y a le titre, il y a le logo, il y a un aperçu des questionnaires, etc. Et là, vous allez mettre le même message que vous aurez mis dans le mail, vous allez le mettre dans les réseaux sociaux, dans lequel vous précisez à qui il est destiné. Après, bien sûr, vous pourrez choisir seulement le fil d'actualité, ou bien le fil d'actualité et la story, ou bien seulement la story, etc. Ça dépend. Vous savez, la story, c'est 24 heures. Après, il y a des paramétrages aussi. Vous pourrez cibler votre questionnaire à travers les groupes. Parce que, par exemple, je m'adresse à des gens qui travaillent dans la banque. Hein? Donc, je vais mettre dans des groupes de banquiers. Donc, je dois les avoir déjà cherchés, demander l'adhésion à ces groupes, etc. Ou bien envoyer un message à l'administrateur. Des fois, c'est sur la page, une page. Par exemple, je vais me le mettre sur mon compte, fil d'actualité, mais à partir de là, je peux le partager sur une autre page. Mais généralement, les administrateurs des pages et des groupes, ils font de la modération. C'est-à-dire, ils aimeraient voir d'abord le contenu avant de valider ou pas. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il est important quand vous partagez sur la page d'autrui, bien sûr des groupes, de contacter ou bien d'envoyer un message à l'administrateur sur Messenger, par exemple, c'est-à-dire l'outil intégré à Facebook, pour lui solliciter à ce qu'il valide votre questionnaire sur ces groupes. Alors, là, je suis en train de répondre à la question comment on peut spécifier les répondants. Là, par exemple, par l'enquête, une enquête que j'ai destine aux étudiants de l'Université Ibn Tufayl, je vais le mettre sur la page de la faculté, la page Facebook de la faculté. Je vais le mettre sur la page peut-être de l'université. Je vais le mettre sur la page du centre de la vie étudiant. Hein, et je vais le mettre sur un certain nombre de groupes où il y a faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kénétra, bien Université de Kénétra, etc. Et je vais aussi rédiger la présentation ici, ce questionnaire, il faut que ça soit clair. Et ici, dans la présentation sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que ça soit long. Dès que c'est un texte long, les gens ne vont pas le lire. Ce questionnaire est destiné exclusivement aux étudiants de l'Université Ibn Tufayl, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ibn Tufayl, et bien sûr remercier. Hein? En fait, dans le digital, il y a une technique qu'on appelle le call to action, appel à une action.
Donc, il faut les appeler à répondre, à diffuser, à partager. Merci de répondre à ce questionnaire et de le diffuser autour de vous. Bien de le partager, etc. Merci de partager. Et vous pourrez aussi préciser que le questionnaire va prendre 5 minutes. D'accord? Donc, c'est également un détail qui compte. Voilà. Donc là, c'est sur le partage par les réseaux sociaux. Alors là, pour la partie intégration, là, ça s'adresse aux développeurs qui vont prendre le code et le mettre sur un site. Et là, ils ont déjà, avant de copier le code, ils peuvent paramétrer parce que le questionnaire va apparaître comme un objet cliquable. Et là, on peut paramétrer la taille de l'objet cliquable, combien de pixels en largeur et combien de pixels en hauteur. C'est en fonction de l'espace sur le site web dans lequel on voudrait l'intégrer. Donc là, c'est la partie programmation. Et bien sûr, après, vous aurez des réponses que vous pourrez voir directement ici. Là, puisqu'il y a une seule réponse, donc je l'ai ici. Les graphiques, vous pourriez les copier. Donc, vous voyez là, il suffit de cliquer là. Donc, je peux copier le graphique et le coller dans un document. Hein. Il y a aussi la possibilité, à la fin des réponses d'avoir un fichier Excel. Donc ça, vous le créez ou bien vous l'ajoutez à un classeur déjà existant. Donc là, je vais le créer et il prend automatiquement le nom du questionnaire en ajoutant entre parenthèses des réponses. Je crée et là, après, je pourrais aller le consulter. J'aurai déjà l'outil, il ajoute un champ horodateur, c'est-à-dire pour connaître la date et l'heure avec l'heure, la minute et la seconde exacte. Et je vais avoir ici les réponses que je pourrais traiter sur Excel, comme je pourrais bien sûr importer à partir d'un logiciel d'analyse des données comme SPSS, le Sphinx, R ou tout autre, bien sûr, outil d'analyse des données. Voilà, donc je crois que j'ai abordé l'essentiel, donc on est déjà, je suis dans les temps, hein, donc maintenant je vais vous remercier d'abord pour votre intérêt, votre attention. Je vais remettre la parole, c'est Hassan. Merci, cher ami et collègue Serk Michaud. Et là, quand même, je te pose deux petites questions, avant la clôture. La première, effectivement, c'était par rapport à la question de téléchargement des résultats. Il y avait quelqu'un qui s'est posé la question sur comment peut-on les télécharger et est-ce qu'il y a possibilité de les avoir de la même forme que celle que vous avez au niveau des résultats, parce que si on télécharge un document Excel, les informations, on les prend d'une manière, mais je crois que vous avez répondu, on peut les télécharger, on peut copier les objets. Copie les objets. On peut les copier comme des objets à partir de la plateforme questionnaire, comme on peut avoir dans notre Drive le fichier sous format Excel. Ok. Il y a une autre question qui est encore très technique, c'est lorsqu'on lance un questionnaire sur les réseaux sociaux, il y a parfois des demandes d'accès aux données. Est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter ce type de mail, de message? Accès aux données. Oui. C'est-à-dire, il veut accéder directement aux résultats. Et on reçoit, moi-même, je l'ai reçu, et dernièrement, j'ai reçu 3 mails, oui. Et tous ces gens-là, ils veulent accéder directement aux résultats. Ce qui fait, techniquement, ils ne peuvent pas y accéder, déjà.
Sauf si on leur donne Maintenant, si vous demandez mon avis, j'y ai répondu dès le début. J'ai dit que je suis dépositaire des données. Je me suis engagé envers les répondants à ce que les résultats soient anonymes et à ce qu'ils ne soient pas diffusés. Donc, si j'ai fait cet engagement, je dois le tenir. Maintenant, ce que normalement on propose, c'est, je travaille sur un article, par exemple, bien un papier, je peux publier les résultats du traitement et non pas les données. Parce que quand je vais publier les résultats du traitement, là, c'est des graphiques anonymes qui montrent les données d'une manière globale, mais pas le détail. Donc, je peux m'engager, d'ailleurs, c'est ce que font certains pour motiver les gens à répondre. Ils disent, si vous êtes intéressé par les résultats de cette étude, laissez votre adresse mail. Mais là, c'est les résultats de l'étude et non pas les données. Donc, je voudrais qu'on distingue. Les données que je collecte, je vais les traiter et analyser pour avoir les résultats. Et il y a ceux, par exemple, qui s'engageraient, ils sont en train de rédiger un papier scientifique. Quand il sera publié, si l'éditeur leur donne le droit de le diffuser après. Zdé Mohamed, je vais te la poser parce que la personne, il a insisté. Il a insisté sur une question. Est-ce que l'analyse du questionnaire doit se faire dans une méthode Kali ou Conti? Ben les deux s'apprêtent à l'exercice, même si fondamentalement le questionnaire c'est du Conti. Mais quand on réalise, par exemple, on pose des questions du genre échelle de Likert, là on est en train d'évaluer de manière quantitative des aspects qualitatifs. Mais là, c'est la question qui est l'approche qui est qualitative. Mais la méthodologie, il est quanti dans le travail. Donc là, on a trouvé un moyen de quantifier. C'est un travail qu'ont fait les sociologues, c'est l'école de Chicago. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts pour développer ces outils qui permettent de quantifier certains aspects qui sont quali. D'accord ? Mais une méthode quali, quand je suis dans mon travail dans une méthode quali, ce n'est pas le questionnaire. Donc, il y a l'étude du cas, il y a la recherche-action, il y a bien sûr les entretiens, etc., etc. Voilà, il y a Sabah Belkacha qui pose la question, est-ce que ce traitement est valable pour toute nature du questionnaire? C'est-à-dire, Kali Conti, il dit. Non, rien n'est valide tout le temps. Donc là, je vais, sans rentrer dans les détails, il n'y a pas une seule façon de procéder tout le temps. Donc, voilà. Il faut déjà, il y a un positionnement épistémologique, une approche méthodologique et des outils. Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas on ne peut pas traiter toutes bien sûr, les situations de la même façon. Là, je suis en train de répondre à ceux qui ont déjà pris la décision de collecter les données par questionnaire. Je leur dis comment vous allez concevoir et administrer. Les autres questions, ça ne fait pas partie de l'intervention d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est la même approche quant à Microsoft Forms? C'est la même chose. Ce que je peux vous garantir, si vous maîtrisez, vous avez compris comment procéder sur Google Forms, sur Microsoft Forms, c'est encore plus agréable et plus simple. Ouais. Vous savez, Zdé Mohamed, je dirais, le besoin, il est le même. Le besoin, et vous l'avez bien souligné, c'est la qualité des données, c'est la qualité des informations. Mais non, la digitalisation, ce n'est que la digitalisation, une réponse technique digitale à toute la philosophie et à toute la méthodologie. Et dans le digital, il te facilite la chose, il rend beaucoup plus d'ergonomie et il permet de gagner du temps. Mais généralement, ce sont des outils, je dirais, marketingment parlant, ce sont des produits substituables et chacun d'eux, ils ont une importance, je dirais, relative, différente en termes des attributs. Bon, alors, si tu permets, je vais réagir à la question de Shaima
comment devrons-nous traiter les informations collectées? Ben déjà, on ne traite pas les informations, on traite les données pour avoir de l'information, pour avoir de la connaissance. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a déjà un traitement par défaut qui est dans l'outil, c'est-à-dire le fait de convertir les réponses en graphiques. D'accord? Ouais. Et c'est des objets qu'on peut coller. Il y a le fait qu'on peut exporter toutes les réponses sur Drive sous la forme d'un fichier. Donc là, je suis toujours sur le mode projection, Yak. Oui, oui, oui. Alors là, le questionnaire que je viens de voir aujourd'hui, il y a là le fichier Excel qui a été généré. D'accord? Et là, pour le traitement, parce que là, ce n'est pas fichier Excel, c'est Google Sheet. Hein, c'est l'équivalent de Excel. Ben, il propose déjà des outils d'analyse. Il y a ici en bas, hein, il y a ce bouton Explorer. Si vous cliquez dessus, il va vous proposer un certain nombre de mises en forme de graphiques. Sinon, là, vous avez des fonctionnalités parce que Sheet ou bien Excel, c'est des outils qui contiennent des fonctionnalités de traitement des données. Vous pouvez, si vous ne maîtrisez pas Google Sheet, vous pouvez le télécharger au format que vous voulez. Par exemple, Excel. Donc là, il ne sera plus dans le Drive, je l'aurai sur mon ordinateur. Et là, je vous envoie à toutes les fonctionnalités Excel en matière de traitement, ou bien de trait à plat, de trait croisé, de graphique, etc. Et il y a une autre possibilité, la plus intéressante, c'est de pouvoir importer ce fichier Excel, bien se donner, sur un logiciel de statistique. Voilà, donc ce sont là toutes. Et là, vous allez me dire comment je vais faire sur le logiciel de statistique. Je vais vous dire, revenez à votre cours de statistique de première année, statistique descriptive, de deuxième année. Pour ceux qui ont fait l'analyse des données en master, c'est tout cet arsenal statistique qui va vous servir maintenant pour, bien sûr, répondre. Traiter, bien sûr, les données. Mohamed, les messages de remerciement commencent à arriver, donc les questions, vous étiez très clair et donc il y avait pas, et malgré ça, il y avait pas mal de questions. Je dirais tout simplement, si je devrais synthétiser, je dirais qu'il y avait deux axes principaux. Le premier axe était relatif à l'enjeu de la collecte, parce qu'on est dans la collecte des données et l'enjeu majeur, c'est la qualité de l'information. Parce que déjà, les approches déclaratives, ils ont pas mal de limites et d'inconvénients. Et si encore on n'est pas capable de concevoir et je dirais même de bien concevoir et de bien administrer un questionnaire, il y aurait beaucoup plus de déperdition de l'information. C'est pour cela que Mohamed il a insisté sur pas mal d'éléments, que ça soit la nature, que ça soit déjà sa philosophie, c'est un petit peu, il a adopté, peut-être sans le savoir, l'approche marketing. En vous disant, tu veux communiquer avec quelqu'un, tu devrais te mettre à sa place, tu devrais parler son langage, tu devrais définir à la base ta cible et savoir communiquer. Et il a donné un certain nombre de règles. Déjà, en termes de questionnaire, il est composé d'un certain nombre de questions. Et chaque question, il nécessite une formulation. Et si la formulation n'est pas bonne, automatiquement, vous aurez si la question n'est pas bien formulée, vous n'aurez pas des données qui sont adaptées à vos besoins. C'est ce qu'on appelle en communication les problèmes de déperdition de l'information. Il a donné pas mal d'exemples. Imaginez, il y a des fois, on utilise du vocabulaire qui n'est pas très bien précis, comme est-ce que vous allez souvent à une grande surface bien déterminée, qu'est-ce qu'on appelle souvent est-ce que comme mais souvent les uns et les autres ne sont pas équivalents. Tout à fait. Est-ce que vous buvez de l'alcool souvent et on met souvent? Qu'est-ce que ça veut dire souvent? Chacun de souvent dialogue. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va vous dire souvent une fois par mois, souvent une fois par semaine, souvent une fois par jour, souvent 2 fois par jour. Donc, il faut être
très précis. Après, il est allé vers donc il faut être précis, mais il faut être essentiellement simple pour pouvoir avoir ce type d'information. Deuxième partie importante de l'intervention, c'était relative aux outils. Et là, il vous a donné un certain nombre d'outils très pratiques pour l'élaboration du formulaire, comme il a bien précisé, du formulaire, parce que c'est le langage utilisé au niveau du Google Forms. Et là, déjà, il a parlé de titre, il a parlé de la possibilité d'insérer des images, le nom de l'encadrant, parce que ça peut vous aider, ça peut motiver, ça peut encourager pas mal de personnes à répondre à vos questions, parce que à votre questionnaire. L'enjeu majeur de celui qui a élaboré un questionnaire, parce que tu te dis, ça fait très longtemps que j'étais en train de chercher les items, les variables, la machin, etc., jusqu'à l'élaboration de mon questionnaire, c'est bien. Mais maintenant, si je ne trouve pas de personne qui pourrait répondre à mon questionnaire, ça serait un exercice vain. Et d'où la question tout à l'heure je dirais, de comment peut-on diffuser, par quel canal, etc. Donc, nom de l'encadrant, nom de l'établissement, ça peut aussi toucher des cordes sensibles chez pas mal de personnes sur les réseaux sociaux, comme le fait un sentiment de nostalgie, d'appartenance nostalgique, etc. La fiche signalétique, il vous conseille de la laisser à la fin. Moi, je suis pour aussi, parce que si vous dérangez l'interview dès le départ, ou si il pourrait perdre du temps et de l'énergie au départ, alors que ce sont des questions très simples, il vaut mieux épuiser cette énergie au début pour les questions importantes, et à la fin pour les questions de la fiche signalétique, il ne va pas y passer pas mal de temps. Les catégories de questions, l'enchaînement de questions, autant d'outils, il était très pragmatique. C'est comme s'il répondait à des questions. C'est Mohamed, je vous remercie infiniment et je remercie tous les présents. Je remercie tout le monde. Oui. Surtout, ils sont là depuis le début. On a eu une centaine depuis le début, plus même, jusqu'à la fin. Ils sont là jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'ils ont été accrochés et ils ont un besoin. Merci à tout le monde et à une nouvelle formation, Inch'Allah. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.